Le saviez-vous, 60 à 70% des sols européens ne sont pas en bonne santé. C'est-à-dire qu'ils souffrent d'écosystèmes dégradés, en mauvais état physique, chimique ou biologique. Et alors quand on parle de transition écologique, quand on parle d'agriculture régénératrice, l'enjeu de la santé des sols est majeur. Et savoir mesurer ce sol, cette bonne santé, devient un enjeu primordial. Donc pour parler de cette thématique, on est avec 4 intervenants qui sont à mes côtés. Je vous présente du coup Humberto Delgado Rosa, qui est le directeur biodiversité de la DG Environnement de la Commission européenne et qui nous vient tout droit de Bruxelles, donc merci à lui d'être là. Adrienne de Malré, qui est la cofondatrice de Genesis. Bonjour. Et la directrice des affaires publiques, merci. Hubert Dunant, je vais prendre mon papier. Vous êtes le directeur de la transition et de l'innovation chez Axéréal, qui est une coopérative agricole et agroalimentaire qui rassemble plus de 12 000 agriculteurs. Et Stanislas Milsan, là je prends aussi mon papier parce que c'est long. Vous êtes le directeur qualité, sécurité des aliments, environnement, recherche et développement des maisons de champagne du groupe Moët Hennessy qui regroupe Moët et Chandon, Ruinart, Dom Pérignon et qu'on connaît tous. Alors ma première question, elle est très simple. Quand on parle de santé des sols, en fait on parle de quoi? Et pourquoi c'est important d'avoir un sol en bonne santé? Adrienne. Alors moi, je veux bien commencer, oui, parce que la santé des sols, c'est au cœur de Genesis. Donc, quand on parle de santé des sols, en fait, on parle d'un sol qui fonctionne. Eh oui, parce qu'un sol, en fait, c'est pas juste un support. Un sol, ça remplit des fonctions. Des fonctions, évidemment, d'abord de fertilité. C'est un sol, c'est fait pour produire, et il faut jamais l'oublier. Un sol, c'est aussi là pour lutter contre le réchauffement climatique, pour préserver la biodiversité, pour assurer le bon cycle de l'eau. Donc, un sol, en fait, un sol en bonne santé, c'est un sol qui est capable de rendre l'intégralité de ses services. Merci. Hubert, par exemple? Le sol est évidemment vital pour les agriculteurs. Il est vital parce qu'il a une histoire et qui sert à produire à l'instant T quelque chose. Il a un passé et l'agriculteur doit le projeter dans un futur aussi pour pérenniser son acte de production demain. Donc évidemment, il est vital. Stanislas? Nous, on a la chance de produire des champagnes et des vins sur des terroirs d'exception et on les cultive depuis quelquefois plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'années. Et c'est clairement un actif important à la fois pour les viticulteurs et pour les maisons que de pouvoir compter sur la santé du sol pour produire demain des produits d'exception. Et Humberto, pour conclure? Bonjour, moi je dirais que le sol, c'est pour commencer un écosystème. On l'oublie souvent, c'est pas un milieu amorphe du tout. Et il est sain quand il peut nous rendre des services d'écosystème dont on a besoin. Soit de l'eau, soit de la nourriture, de la biomasse, le climat, la nature, etc. Alors pour nous, il est dégradé quand il n'est pas en condition de nous donner la qualité et quantité de services qu'on a besoin. Merci. Adrienne, vous voulez rajouter? Non, je voulais conclure, continuer plutôt sur ce sujet, c'est-à-dire que, vous le disiez en introduction, 60 à 70% des sols qui sont en mauvaise santé en Europe, qui sont dégradés, ça veut dire qu'en fait, il y a une urgence. Et assurer notre production future, il y a une urgence à s'intéresser en fait à la santé des sols et à mesurer cette santé des sols. Alors justement, ça on ne l'a pas dit, mais il y a une proposition de directive qui va être proposée à la Commission européenne dans quelques mois pour donner un cadre juridique harmonisé à tous les pays européens justement sur cette santé des sols. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot peut-être? Oui, je peux dire, bien sûr, on peut comprendre quand on a un pacte vert européen, une dimension fondamentale, c'est le sol. On a tablé une stratégie sol en 2021 qui a déjà annoncé qu'il fallait aussi avoir législation. Et les conditions politiques sont maintenant présentes pour qu'une proposition de directive sur la santé des sols viendra. Je ne peux pas dire tous les détails, parce que nous sommes en train de faire ce qu'on appelle l'évaluation d'impact. Mais pour donner une idée, il y aura certainement des définitions de qu'est-ce que c'est la santé des sols et aussi quelle est l'unité de gestion au niveau État membre pour aboutir à des sols sains dans l'horizon 2050. Il y aura des mesures de monitoring, d'assessment, d'évaluation. Il y aura certainement définition qu'est-ce que c'est une gestion soutenable du sol, quelles sont les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques. Comment adresser les sols contaminés et la décontamination, et après à la fin des programmes et plans de mesures pour restaurer la qualité du sol. Donc un peu comme l'air et l'eau, maintenant faire en sorte que le sol soit protégé comme... Oui, on dit souvent à la DG Environnement que c'est l'écosystème orphelin, parce que nous avons déjà des régulations exactement nature, air, eau, climat,
Et pour le sol, c'est des petits bouts ici et là-bas. Et maintenant, je crois que ça sera le moment d'avoir cette couverture légale aussi. Alors justement, pour que le sol ne soit plus un écosystème orphelin, comment on mesure sa bonne santé? Là, vraiment, j'aimerais qu'on rentre dans le concret. Comment ça se mesure, la bonne santé d'un sol? Alors, pour mesurer la bonne santé d'un sol, on va avoir de multiples indicateurs chez Genesis. Donc, on travaille sur presque 40 indicateurs au total pour mesurer cette santé des sols. On va donc avoir des indicateurs dans le domaine de la biologie du sol, du carbone, de la pollution. Et on va donc essayer d'approcher ces grandes fonctions écosystémiques dont on parlait, que sont le climat, la lutte contre le réchauffement climatique, la biodiversité, la fertilité et l'eau. Et ces indicateurs, on va les mesurer dans le sol. En fait, il ne faut surtout pas imaginer que la santé du sol, ça peut se mesurer en le regardant de loin, donc par exemple par satellite. Alors peut-être que dans le futur, il y aura des développements qui permettront de le faire. Mais aujourd'hui, en fait, et quand on en parle à un agriculteur, il le sait très bien, la santé d'un sol, c'est dans le sol qu'on la mesure, en fait. Donc nous, on va faire des prélèvements dans les champs pour pouvoir approcher cette santé du sol. Parfois, on arrive à l'approcher de manière empirique en la regardant, mais nous, justement, on va objectiver cette mesure de la santé du sol. On va donc l'appuyer sur des données scientifiques. Hubert, par exemple? Oui, en effet. Donc l'histoire commence par un coup de pelle dans le sol. Donc c'est très physique, c'est très basique, mais ça marche très bien. C'est là que ça joue. L'agriculteur, il connaît bien les propriétés physico-chimiques de son sol depuis bien longtemps. La partie biologique et la partie organique peut-être un peu moins. Et ces critères permettent finalement de bien manager dans le sol. Je parlais tout à l'heure d'historique, de bien manager le sol dans la mise en perspective, dans le but de rendre le sol encore plus vivant demain qu'aujourd'hui. Et d'avoir un rapport équilibré entre l'intérêt pour la plante et l'intérêt pour le sol, les deux allant évidemment de pair. Stanislas, vous voulez réagir? En culture pérenne, le sol, on y prête bien sûr aussi attention, mais c'est vrai que les fosses pédologiques, on ne peut pas les faire de manière aussi régulière. Néanmoins, c'est important de prendre en compte les changements de pratique qu'on vit depuis maintenant une vingtaine d'années et de mesurer leur impact sur la santé des sols. Donc ça nous paraît essentiel d'avoir des outils comme ceux que propose Genesis pour justement mesurer l'impact de nos pratiques et s'assurer que les changements de cap qu'on peut aujourd'hui envisager vont dans la bonne direction. Et alors, est-ce qu'il y a une norme à l'échelle européenne? Est-ce qu'il y a un consensus sur la façon dont ça se mesure, cette bonne santé du sol? Vous savez, il y a eu un essai il y a quelques années d'avoir une directive sol 2006-2007 qui a raté parce qu'il avait une minorité de blocage qui n'est plus là. Mais nous n'avons pas arrêté de travailler avec des experts, les États membres, avec notre centre conjoint de recherche, l'Agence environnementale européenne, et nous avons beaucoup d'informations sur comment mesurer les sols, quels sont les bons indicateurs. Mais bien sûr, en termes directives, il faut tenir en compte d'une part la diversité des sols de l'Europe et d'autre part le niveau adéquat de ce qu'on appelle subsidiarité, disons flexibilité pour s'adapter aux conditions locales. Il y a pas mal de connaissances et de consensus quand même. Mais là, je crois qu'Omerto, vous dites quelque chose de très important et vous pourrez en témoigner aussi, en fait. C'est que la santé d'un sol, c'est exactement comme dans la santé humaine. On ne peut pas demander la même chose, en fait, à un enfant de 6 mois qu'à un adulte de 40 ou à un vieillard de 80. Donc, en fait, la santé d'un sol, c'est lié à un contexte. Et ça, c'est fondamental de le retenir. C'est lié à un contexte. Donc, il y a des sols très pauvres. Il y a des sols, justement, vous en parliez en vigne. Il y a d'autres sols dans la Beauce qui n'ont absolument pas les mêmes caractéristiques. Et donc, il faut que tous les indicateurs qui permettent d'approcher cette santé du sol, en fait, fassent état d'une santé dans un état donné, dans un contexte donné. Donc, nous, on a une notation qui permet après de contextualiser, justement, ces mesures dans le sol et d'avoir on va dire un langage commun, quel que soit le type de sol. C'est ce qu'on fait chez Genesis. Mais je pense que vous pouvez parler des différents contextes. Voilà, ça, c'est très important de regarder ces indicateurs, ces critères, de façon harmonisée, mais pas uniformisée. C'est-à-dire qu'il faut être capable de personnaliser au contexte pédoclimatique d'une part, et à la photo de départ d'une situation locale donnée. C'est-à-dire qu'après, il faudra prendre en compte non pas la valeur absolue d'une ligne de départ et d'une ligne d'arrivée, mais la création d'un différentiel positif par les pratiques agricoles et par tout l'entourage des pratiques agricoles de façon à tirer vers le haut l'ensemble du système et à avoir un effet d'échelle bénéfique.
Oui, il faut effectivement tenir compte des pratiques. L'état du sol, il est, vous l'avez dit aussi, dépendant de la météo, du climat. D'une année sur l'autre, on ne mesure pas les mêmes choses. Donc il faut pouvoir avoir une vision à moyen terme et à long terme de manière à mesurer l'impact de nos pratiques et de nos changements de pratiques sur la santé des sols. J'allais ajouter, mais justement, même en vigne, on pourrait se dire que les pratiques sont les mêmes. Pas du tout. Nous, on a pu constater qu'il y avait des pratiques très différentes pour des questions de pluviométrie en vigne. Donc, déterminer, discriminer les pratiques impactantes, c'est ça. Donc, mesurer la santé du sol, ensuite le corréler avec des pratiques et identifier les pratiques les plus impactantes pour que les agriculteurs puissent agir et améliorer la santé de leur sol. C'est ça, en fait, la clé. Oui, un même indicateur à 200 km d'écart ne veut pas dire la même chose, quoi. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples assez concrets, des leviers que vous avez mis en place sur cette innovation, nous raconter un peu les enseignements que vous en avez tirés, des exemples de test and learn, comme on dit en bon français, dans du coup, vos différentes structures qui sont toutes assez différentes. En Champagne, on a fait le choix d'arrêter les herbicides, par exemple, en 2020. C'était le fruit de 10 ans de tâtonnement, de pratiques, d'essais dans différentes conditions, des vignes en coteaux, des vignes plutôt en plaine, avec des vignerons qui avaient chacun leurs attentes. On a arrêté les herbicides, on les a remplacés par du travail du sol. On a essayé de mettre en place des outils type tracteur électrique pour limiter l'impact carbone, parce qu'arrêter les herbicides c'est bien, mais si on passe 6-7 fois avec des tracteurs thermiques, on déplace le problème quelque part. Néanmoins, même ces tracteurs électriques, ils sont relativement lourds, c'est des enjambeurs, ils passent sur les mêmes interrants. On a des problèmes de tassement des sols, donc on s'est dit, étape suivante, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour limiter le nombre de passages de tracteurs. On met en place des essais de couverts végétaux, différents types de couverts, des engrais verts, des légumineuses, des céréales, pour décompacter les sols, limiter le nombre de passages de tracteurs. On se dit aussi qu'on pourrait rouler ces couverts et du coup avoir un paillage pendant l'été, et alors qu'on parle beaucoup de l'enjeu de l'eau aujourd'hui, se dire peut-être qu'on aura moins d'évaporation, on gardera plus d'humidité dans les sols, mais ça pose des questions aussi pour nos tracteuristes d'adhérence en cas d'orage. Est-ce qu'on peut rouler sur un paillis comme ça dans une vigne en pente sans prendre de risques? Point d'interrogation. Et surtout, apporter davantage de carbone dans les sols, on y est tous favorables, mais à quel rythme ça se fait et à quel moment il faut envisager de détruire ces couverts, par exemple, pour ne pas avoir d'impact du gel de printemps et pas avoir trop de concurrence avec le plan de vigne. Tout ça, c'est des sujets sur lesquels, effectivement, il y a du test and learn, il y a du développement viticole, il y a de la recherche et développement, mais c'est des sujets qui sont passionnants. C'est comme le disait Stanislas, c'est passionnant et c'est pas si simple. Donc chez Axerial, il y a une courbe d'apprentissage qui est certaine. Donc chez Axerial, on est dans notre 3e année de pilote avec Genesis là-dessus pour continuer d'apprendre. On a 15 000 hectares sous notation des sols. Et ça nous permet d'historiser un certain nombre de données, d'apprendre de nos pratiques et avec une ambition finalement. À partir de maintenant, quand une filière naît ou se développe, petit à petit de mettre systématiquement ces filières et leur mode de production sous un système de notation des sols, de façon à répondre aussi aux demandes de la... Alors, la cohérence agronomique est évidente, donc c'est pas la peine de trop développer, puisque ça va de soi, mais c'est une façon aussi de répondre à une demande sociétale très forte autour maintenant de la mesure et de la connaissance de l'impact d'une activité donnée, très au-delà de l'agriculture, que je construise des avions, des voitures ou des bâtiments. On est maintenant en demande, collectivement, tous autant qu'on est, de savoir ce qu'une activité humaine, quelle qu'elle soit, génère comme impact sur l'environnement, même si cette activité est nourricière et elle n'a pas de raison particulière d'y échapper, et on va y arriver comme ça. D'ailleurs, quand on parle d'agriculture régénératrice, en fait, ce mot d'agriculture régénératrice, c'est un mot qui plaît beaucoup aujourd'hui en fait aux entreprises, parce que elles se disent qu'en fait c'est une production de matières premières qui fait du bien en fait à l'environnement. Mais si on dit ça, il faut le prouver en fait, il faut le démontrer. Est-ce qu'elle est réellement régénératrice? Est-ce que son impact sur les sols est positif? Donc ça, je pense que c'est un point très important. Nous, c'est ce qu'on essaye tous les jours donc de démontrer. On va vérifier, on contrôle, on est là pour ça. Mais il faut absolument aller, s'il y a une prise en compte, s'il y a des engagements environnementaux forts de la part des entreprises, il faut que ces entreprises vérifient ce qu'elles disent, voilà, sur le terrain.
effectivement, la demande sociétale est très forte sur cet impact de la preuve, quoi. Aujourd'hui, on est passé dans une nouvelle demande très très forte du sociétal et qui est passionnante, quoi, qui bouleverse complètement le secteur. Alors, Umberto, on parlait d'agriculture régénératrice. C'est quoi votre vision, vous, de cette agriculture régénératrice? Comment vous le voyez avec votre lunette de commissaire européen? Pour commencer, je trouve très important ce qu'on vient d'écouter, c'est qu'il faut absolument éviter le greenwashing autour de l'agriculture régénératrice. Et pour ça, il faut savoir démontrer. Aujourd'hui, nous savons bien qu'il y a un groupe de pratiques agroécologiques qui sont habituellement bien relationnées avec la santé du sol et sa restauration. Ça veut dire ou avec très peu labourage, ou avec très peu engrais ou pesticides, les fermes mixtes, la rotation, la diversification, l'agro-sylviculture. Ce qui me donne ainsi dans ce côté innovation, je peux signaler, vous savez que dans le programme de recherche des fonds communautaires, ce qu'on appelle Horizon 2030, il y a des missions, 5 missions. Et une des missions qu'on appelle, c'est une mission sol, qui a, je crois, 320 millions d'euros d'ici à 2023 pour faire une centaine de laboratoires vivants où cette sorte de pratiques entre scientifiques et agriculteurs vont être testées pour voir en termes de carbone, climat, biodiversité, productivité, quelles sont celles qui délivrent. Je crois que ça sera très informatif. Oui, l'innovation est partout. C'est intéressant de voir que dans toutes les tailles de structure, l'innovation est partout. En fait, il n'existe pas que 5 ou 10 pratiques qui peuvent régénérer les sols. Et on a besoin de connaissances. On a besoin de plus de connaissances. On a besoin d'accumuler de la donnée, de l'information en fait, sur ces sujets pour pouvoir agir. Vous voulez réagir? Non, mais je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et qui dit preuve, dit traçabilité. Et des organisations comme les nôtres, qui sont donc par définition à l'amont de la chaîne de valeur, ont un enjeu de traçabilité extrêmement fort pour justement garantir que cet impact est d'abord mesuré. Et c'est là qu'à un moment donné, il faut donner des coups de pelle, il faut savoir ce qu'on mesure, et ensuite de savoir le piloter. Ça, c'est un enjeu majeur. Et d'ailleurs, c'est là que la valeur, petit à petit, dans l'acte agricole se déplace, puisque pendant des années, on n'a parlé que de la valeur d'un produit donné. Puis la valeur s'est gentiment déplacée vers les pratiques, c'est-à-dire, ok, je vous achète votre blé, mais je veux qu'il soit produit comme ci ou comme ça. Et maintenant, on voit que ça se déplace de la pratique vers l'impact. Donc ça, c'est nouveau. Il faut apprendre à le faire, il faut apprendre à le mesurer. C'est assez technique. Et après, il faut apprendre à l'embarquer dans un système de traçabilité complet. C'est assez compliqué à mettre en œuvre, mais c'est essentiel. C'est essentiel pour prendre cet élan de l'économie de la preuve, là encore, très au-delà de l'agriculture. Oui, je crois qu'on peut effectivement changer nos pratiques, mais il faut vraiment mesurer leur impact si on veut embarquer avec nous nos partenaires. On a la chance d'être le premier vigneron de Champagne, mais on achète aussi beaucoup de raisins des structures familiales. Et avant de les inciter à changer leurs pratiques, il faut qu'on ait l'aide d'experts pour nous dire oui, vous allez dans la bonne direction. Oui, effectivement, abandonner les herbicides, les remplacer par des couverts végétaux, ça a du sens. Et au bout de 5, au bout de 10 ans, on voit un bénéfice pour la plante, sans oublier que notre objectif premier, c'est quand même de produire du raisin en quantité et en qualité. Donc on peut avoir beaucoup d'initiatives, on peut rajouter des arbres en bordure de parcelles, on peut mettre des couverts végétaux, on peut faire revenir l'éco-pâturage, mais à la fin de l'année arrive la vendange et c'est à ce moment-là qu'on voit si ces pratiques sont effectivement plus vertueuses. Alors quand on parle du sol, je suis sûre qu'il y a une question qui est sur toutes les lèvres. On parle d'un actif stratégique et j'aime bien faire le lien avec la souveraineté alimentaire. Quel est le rapport le sol entretient-il avec la souveraineté alimentaire? Comment on peut s'appuyer dessus? Comment on peut être lucide sur le fait que c'est un actif extrêmement stratégique? Je vous raconte une petite histoire. C'est qu'en juin, on a mis une proposition directive de restauration de la nature. Il y a eu des voix qui ont dit, bon, mais il y a la sécurité alimentaire, et ce que vous faites va contre la sécurité alimentaire. Et on a demandé un rapport à notre centre de recherche qui a conclu que le meilleur allié de la
sécurité alimentaire, c'est la restauration de la nature. Et c'est facile de comprendre parce que vous pensez seulement au service pollinisation ou productivité du sol, c'est cette assurance. Alors, au milieu et long terme, il n'y a pas contradiction du tout et restaurer la santé du sol va en faveur de la souveraineté alimentaire. S'il y a un coût de transition quand on a, disons, si je produis, j'ai mon rendement basé dans une pratique qui dégrade la qualité du sol, il faudra changer, je pourrais perdre du rendement, mais c'est pour ça que l'argent public doit y être aussi, c'est pour soutenir la transition et personne... Oui, elle est nécessaire, la transition. Quoi. Oui, c'est ça, exactement. Sur la souveraineté alimentaire, Hubert Dunant? Je pense en effet que le sol est vraiment lié aux enjeux de souveraineté, essentiellement par le fait qu'il garantit que l'alimentaire national sera là demain. Il sera là demain parce que d'un point de vue agronomique, je l'entretiens, donc il sera encore plus vivant demain qu'aujourd'hui. Et encore une fois, c'est pas si simple. Donc il y a lieu d'y mettre, de l'argent, de l'énergie, du savoir, de la techno et de tous être d'accord pour être aligné derrière ça. Et il y a aussi un enjeu autour de la valeur, puisque c'est parce que le modèle économique de cette agriculture-là fonctionnera que l'ensemble du système agricole sera lui aussi là demain, à commencer par l'agriculteur. Et justement, sur ce modèle économique, vous avez une prise de position assez tranchée où vous dites que c'est à l'aval, enfin, si alors, on doit faire... Voilà, il y a deux critères. Il y a deux critères qui me semblent importants, en tout cas pour la partie céréale. Le premier, c'est que il n'y a pas ce système-là ne doit pas passer par une baisse de production. La baisse de production du volume alimentaire français est, à mon avis, vraiment un leurre et s'oppose frontalement à la souveraineté pour le coup. Il faut faire bien attention de ne pas voir ce volume de production au prisme unique d'un pays qui a la chance d'être très bien nourri et d'être un exportateur agricole assez puissant. C'est loin d'être le cas dans tous les pays du monde. Les crises actuelles nous le rappellent quand même avec une certaine brutalité. On ne peut pas lier cette transition agroécologique à une baisse de rendement chronique. Voilà. Ou en tout cas autre que très ponctuelle ou très conjoncturelle. Voilà. Le second, c'est que ces pratiques, pour excessivement vertueuses qu'elles soient, n'en sont pas moins beaucoup plus coûteuses que celles qu'on a connues jusqu'à maintenant. On est arrivé, selon les espèces et selon les conditions pédoclimatiques, à des estimations assez robustes de entre 100 et 150 euros de surinvestissement à l'hectare par an. Donc à un moment donné, puisque là, on demande à l'agriculteur non plus seulement de produire une valeur alimentaire, mais de produire une valeur environnementale qui est indispensable pour notre système collectif commun, à ce moment-là, il faut que toute la chaîne, à son aval, accepte de rémunérer ça. L'histoire, n'importe quel business, quand le modèle économique ne vole pas, les choses ne se font pas. Donc ça, c'est quand même une réalité assez têtue, à mon avis. Et quand vous dites l'aval, vous parlez du consommateur final, c'est-à-dire nous, il faut qu'on soit prêt à payer plus cher. Je dis que la valeur suit la loi de la gravité et que si l'acteur qui est directement après l'agricole paye, à un moment donné, tout le monde paye. Alors moi, je ne me situerai pas sur le terrain de la souveraineté alimentaire, parce qu'il n'y a pas de concurrence entre les vignes sur les coteaux et les moissonneuses-batteuses dans les plaines. Par contre, en termes de compétitivité économique et d'avantages pour la nation France, oui, très clairement, les vins et spiritueux sont le deuxième poste exportateur de la balance commerciale. Donc ça joue aussi. Je modère les propos d'Hubert concernant le rendement. Je pense qu'à partir du moment où on crée de la valeur, on est prêt temporairement à prendre un risque sur le rendement. Je vous donne un exemple. Quand on arrête les herbicides en viticulture, on réintroduit de l'herbe, on réintroduit des adventices, on réintroduit des couverts végétaux. Il peut y avoir davantage de concurrence pour l'eau, pour la nutrition azotée. Il peut y avoir pendant quelques années une perte de rendement qui peut atteindre 15%. Pour peu que votre produit soit bien valorisé, pour peu que vous ayez des dispositifs qui permettent aux viticulteurs de ne pas avoir d'à-coups dans ses revenus d'une année sur l'autre, c'est quelque chose qu'il faut quelquefois envisager pour investir sur le long terme, pour restaurer des sols vivants et pour se dire qu'à terme, quand on a la chance d'avoir un terroir qui fonctionne avec des vignes depuis
On a des maisons qui ont 250 ans, 280 ans, qui cultivent les mêmes parcelles de vignes. C'est un capital tellement essentiel que quelquefois il faut oser changer les pratiques et pendant 3, 4, 5 ans avoir une phase de transition qu'il faut savoir accompagner. La remarque de Stanislas est très illustratrice parce qu'elle montre aussi que le monde agricole est fait de plein de secteurs et qu'un secteur à très forte valeur ajoutée peut encaisser conjoncturellement une baisse de rendement, là où les céréales, qui sont quand même un métier à moins forte valeur ajoutée, un métier de gros volume, pour ce secteur, c'est impossible. Alors, après, il faut quand même rappeler que justement, c'est une transition. C'est-à-dire que améliorer la santé de son sol, en fait, c'est améliorer la résilience d'un système. Et c'est donc aussi le meilleur moyen, et ça, je pense qu'on est d'accord, pour, à terme, en fait, diminuer les risques sur les rendements. C'est-à-dire qu'on constate déjà qu'aujourd'hui, en fait, la différence entre des sols en bonne santé et des sols qui sont dégradés, quand il y a un contexte d'aléas climatiques, de stress climatique, donc malheureusement, ces dernières années, ça se démultiplie, les rendements résistent mieux et nettement mieux dans un sol en bonne santé. Donc il y a évidemment cette problématique de la transition. Comment est-ce qu'on finance cette transition? Comment est-ce qu'on couvre ce risque? Ça, c'est évident. Moi, je pense que Laval qui justement, on y revient, hein, mais aujourd'hui a des allégations environnementales assez fortes. Hein. Ils doivent reporter sur leur scope 3, donc sur l'impact de leurs activités agricoles. Donc pour moi, c'est à eux que revient la charge de la preuve. C'est à eux de financer cette transition. Peut-être que ça retombera sur le consommateur, mais c'est d'abord à eux de la financer. Et après, c'est une transition qui est... c'est une transition, donc c'est transitoire par nature. Et après, l'idée, c'est d'aller justement vers un système qui sera plus résilient et où les rendements sont assurés. Alors, si je peux juste rajouter, parce qu'Adrien a pris un des mots que j'allais référer, c'était la résilience. Il y a quand même un autre aspect qui est bien lié à la souveraineté, que c'est si on a des sols sains, on a moins besoin d'engrais chimiques, de fertilisants. Et nous avons bien vu comme quelques partenaires commerciaux de fertilisants, par exemple la Russie, ne sont pas vraiment fiables. Alors c'est aussi bon pour un pays d'avoir des sols qui ont moins besoin de cette sorte de choses. Alors pour accélérer justement l'agriculture régénératrice, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? C'est quoi les freins? C'est quoi les obstacles que vous devez affronter qui empêchent d'y aller comme ça de façon si simple? Quels sont les obstacles que vous rencontrez aujourd'hui, chacun? Alors, peut-être plus des enjeux que des obstacles. J'ai évoqué tout à l'heure rapidement l'enjeu de la traçabilité. Donc pour l'amont, il y a un enjeu de traçabilité très fort. La partie traçabilité industrielle n'est pas la plus compliquée, elle existe déjà et elle marche très bien. La traçabilité exhaustive dans son contenu et je dirais totale dans sa fiabilité à l'amont, elle doit prendre absolument tout en compte pour ce qui est de la pratique strictement agricole, tous les gestes de pulvérisation, de dose sur une parcelle donnée, dans un temps donné, sur une espèce donnée, etc. Donc il y a des quantités folles de data là-dessus, et dans un contexte pédoclimatique et météo donné aussi. Ça, c'est quasi fait. Maintenant, l'enjeu est d'inclure dans les années à venir, dans ce système de traçabilité, la totalité des critères dont on parle tout à l'heure finalement, qui sont les critères de mesure de l'impact environnemental pour relier toutes ces familles de data entre elles et faire une chaîne complète jusqu'au consommateur. Donc ça, honnêtement, c'est quand même assez compliqué. On pense que d'ici 4-5 ans, les pilotes complets vont pouvoir arriver et seront en mesure de délivrer une preuve extrêmement robuste pour justement que les allégations, les claims finaux soient robustes, donc finançables, et que les clients industriels qui achèteront des produits un peu plus chers seront absolument certains qu'ils font le bon choix parce qu'il y a un impact managé. Et ce sera aussi le gage de manager ça dans la durée pour savoir faire abstraction d'aléas donnés, puisque comme vous le savez, le business de l'agriculture est... Je ne sais pas si c'est celui qui qui prête le plus le flanc aux aléas, mais quand même assez fort, pour que des trajectoires de pilotage favorables puissent faire abstraction d'aléas donnés, y compris négatifs, sur une année. Donc ça, c'est un enjeu vraiment très fort, et à ça est associé pour des organisations comme les nôtres, mais à mon avis pas seulement, des enjeux de formation qui sont
qui sont colossaux parce que il y a beaucoup de gens dans les organisations qui du coup voient leur métier fortement évoluer, en particulier les métiers de terrain. Et alors juste pour aller bien au bout et donner un exemple très concret, la vision que vous avez là, vous, sur la traçabilité, pour vous donner un exemple, c'est par exemple le sandwich qu'on a mangé ce midi. Dans 5 ans, on pourra savoir que le blé qui a servi à fabriquer ce sandwich, on peut savoir de quelle parcelle il vient, qu'est-ce qui a été pulvérisé dessus. Enfin, en gros, c'est ça l'ambition à terme. Ça, on le sait déjà. Pour des filières données. Il faudrait que dans les années à venir, on sache avoir effectué un passage à l'échelle très fort pour faire ça, et que ce soit plus des filières de niche, mais sur des filières de niche, on le sait déjà, et que cette traçabilité embarque l'impact, c'est-à-dire qu'on sait dire qu'il vient d'une parcelle qui, depuis 3 ans, par exemple, gagne 3% d'émissions par an, économise plutôt des émissions de gaz à effet de serre, des phytos en moins, qu'il est dans une rotation allongée avec plus de légumineuses, etc. Et que l'impact sur la biodiversité en quantité et en qualité est celui-ci. Voilà. Si on sait faire ça, ce sera déjà pas mal. Si dans 5 ans, on sait faire ça, c'est pas mal, oui. Stanislas ? Quand on parle d'agriculture régénératrice, on parle de développement durable. J'aimerais rappeler qu'il y a 3 piliers dans le développement durable. Le profit, la planète et la personne. Sur la partie profitabilité économique, cette révolution en marche d'agroécologie, d'agriculture régénératrice, il faut encore qu'on en mesure les bénéfices, à la fois d'un point de vue économique, et là on revient au rendement en quantité et qualité, à la fois pour la planète, en séquestration carbone, en lutte contre l'érosion de la biodiversité, en adressant de meilleures pratiques vis-à-vis du changement climatique. Et puis le 3e pilier qu'il ne faut pas oublier, et c'est souvent un peu le parent pauvre, Hubert l'évoquait avec la formation, c'est la personne. Et comment est-ce que mes collègues vignerons vivent ces changements? Est-ce que d'avoir des couverts végétaux qui quelquefois sont plus hauts que les vignes au mois d'avril, pour eux c'est un avantage d'une contrainte? Comment ils vivent cette nouvelle pratique, et ça prend un peu de temps. Alors on a arrêté les herbicides, on a mis 10 ans, et bien je pense que pour mettre en place les couverts végétaux, on mettra peut-être 5 ou 10 ans aussi. Peut-être que pour mesurer les bienfaits de l'agroforesterie et de la restauration de corridors écologiques entre les forêts, les plaines, à travers les vignes, ça nous prendra peut-être aussi quelques années, mais ces étapes-là, elles sont clés pour pouvoir déployer ensuite, à l'échelle d'une appellation, à l'échelle de 33 000 hectares en Champagne, de telles pratiques vertueuses. Puis pour compléter, je pense qu'aujourd'hui, c'est de savoir, de connaissances dont on a besoin. Aujourd'hui, les outils, ils existent. Voilà, donc on est capable aujourd'hui de déployer, on est capable de mesurer, on est capable de savoir, on peut corréler. Nous, c'est ce qu'on fait tous les jours, on corrèle les données d'état de santé du sol à des pratiques agricoles. Donc on peut savoir, mais en fait, je pense que le plus grave aujourd'hui serait de ne pas se donner les moyens en fait de cette connaissance. De ne pas se donner les moyens d'aller mesurer en fait, d'aller vérifier sur le terrain, et finalement de créer des dispositifs qui seraient que des dispositifs de communication et qui ne permettraient pas d'agir ensuite. Pour moi, l'enjeu, il est là. Et donc plus la réglementation, et là je me tourne vers vous, plus la réglementation sera, à mon avis, ambitieuse justement sur ces sujets-là, et plus on pourra engager un changement rapide. Si vous vous tournez vers moi, je réagis. C'est pour dire, d'une part, en termes d'obstacles, il y a une manque grande de connaissances sur les sols, mais aussi de conscience sur les sols. C'est un des obstacles qu'on veut résoudre, y inclure avec la stratégie sol. Et d'autre part, on a vu que les mesures simplement volontaires ou un peu des petites législations qui touchent un peu au sol ici et là, ça ne marche pas. Je crois beaucoup que la régulation, elle ouvre la porte à l'innovation. Elle montre le chemin à la société et on va à l'innovation, et c'est ce qu'on a besoin. On y viendra. Alors, vous nous avez partagé vos enjeux et vos défis. Comme dernière question, j'aimerais bien vous entendre sur vos espoirs, les raisons d'espérer, pour terminer comme sur une touche un peu positive. Qui veut commencer? Allez-y, Umberto. Je commence avec 2 sujets. D'une part, je vois tout le potentiel d'une alliance grande entre santé des sols, avec santé humaine, animale, végétale, avec le climat, le changement climatique, avec la biodiversité, avec le bon rendement des agriculteurs. Et c'est assez vertueux, et la conscience que ça existe augmente. Et d'autre part, pour raconter encore une petite histoire, vous savez On adore les histoires. Allez. Oui, quand c'était la COP27 récente du climat, les nouvelles que j'ai vues dans les journaux, c'était des entreprises qui faisaient des lobbies contre l'ambition. Mais d'autre part, la COP15, la biodiversité, qui a eu lieu à Montréal 2022, les nouvelles, c'était des entreprises qui étaient associées pour
demander de l'ambition. Alors il y a quand même dans le monde des entreprises une conscience qu'il y a une grande chose qui vient à côté du climat, c'est la biodiversité, et ça va main en main entre les deux choses, climat et biodiversité. Ça me donne l'espoir. Merci. Hubert, allez-y. Ce qui est très encourageant, c'est qu'on ne voit pas très bien pourquoi ça ne marcherait pas. C'est qu'à partir du moment où ce pilier de la notation du sol et de la mesure de l'impact de nos pratiques dans ce sol, qui est finalement une des deux clés d'entrée majeures de l'agriculture régénérative, l'autre étant l'introduction de légumineuses, à partir du moment où on rentre dans ce système-là, impact, mesure de l'impact, légumineuses, allongement des rotations, management de la biodiversité, baisse des émissions de gaz à effet de serre et d'intrants chimiques, ne serait-ce que pour être dans la réglementation de 2030, assez basiquement. On se dit, ça prendra, est-ce que ça prendra 8 ans, 10 ans, 12 ans? C'est même plus trop le sujet. Ça ne peut que marcher. Et la cohérence entre le pilotage de l'impact environnemental des pratiques et l'enrichissement agronomique et le renforcement du vivant dans le sol sont tellement corrélés que c'est pas une contrainte en plus ou une réglementation en plus. C'est juste le pilier du système qui garantit qu'on sera là demain pour profiter de tout ça. Donc je suis vraiment optimiste. Merci. Je suis également optimiste parce qu'on voit beaucoup une belle dynamique autour de ces sujets. On voit de nombreux acteurs, que ce soit des entreprises du secteur privé, des coopératives, des agriculteurs, des viticulteurs, mais aussi des associations, des autorités qui coordonnent leurs efforts. On l'a vu l'an dernier dans le cadre du World Living Soil Forum en Arles, où vraiment toutes les parties intéressées se sont rencontrées pour essayer de créer une dynamique. Et je crois qu'on est prêts, nous, à jouer un rôle de catalyseur pour essayer de partager ces bonnes pratiques. Et on a besoin d'autres acteurs comme Genesis pour nous aider à mesurer leurs impacts. Et je pense qu'on est à la veille d'une nouvelle révolution en la matière. Et chez Mouette, d'ailleurs, vous avez réuni tous les acteurs sur la thématique des sols vivants. Oui. Et c'est un rendez-vous que vous allez poursuivre. Oui, on a fait un premier rendez-vous l'année dernière au mois de juin en Arles et on espère bien renouveler une deuxième édition dès 2024 pour justement fédérer l'ensemble des acteurs intéressés par ces enjeux. Et on l'a fait y compris avec nos partenaires concurrents parce que ce sujet nous dépasse et qu'il faut que collectivement on puisse adresser les deux enjeux qu'évoquait Umberto, à la fois le changement climatique et l'érosion de la biodiversité. Et le mot de la fin est pour Adrienne de Madré. C'est pour moi. Alors oui, il y a de l'espoir, évidemment. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir déjà parce que les agriculteurs, et ils sont formidables, sont vraiment conscients que le sol est leur capital premier et qu'il faut l'améliorer. Donc déjà ça, parce que ce sont nos alliés en fait dans cette bataille-là, il y a de l'espoir. Mais malgré tout, je pense qu'il y a plus que de l'espoir. En fait, il y a une urgence et en fait, il y a qu'on n'a pas le choix. Et donc en fait on est au pied du mur et qu'on est obligé d'avancer. Donc c'est pas vraiment de l'espoir en fait, c'est plutôt une fatalité. C'est-à-dire que là maintenant il faut que ça bouge, il faut qu'on avance tous ensemble. Sinon justement c'est peut-être des rendements futurs parce qu'on parle des baisses de rendement liées à la transition. Mais on n'a pas parlé en fait des baisses de rendement si cette transition n'a pas lieu. Voilà. Donc j'ai de l'espoir parce que je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Bon, vous avez compris l'exhortation. Maintenant, on peut vous tendre le micro à vous. Et si vous avez des questions, alors allez-y, monsieur, je vais vous filer mon micro. Oui, merci pour cette présentation. Dominique Jonville de BASF. Je suis responsable de filière Grande Culture et Carbone. Et j'ai une question d'intérêt. En fait, on a vu que la valorisation était importante au niveau du champagne. Par contre, j'ai une interrogation par rapport à Hubert, par rapport au côté filière. On sait que la santé des sols, c'est tous les ans. Par contre, tous les ans, il y a une culture qui change. En fait, en grande culture, on est sur du blé, sur du colza, sur du pois. Parfois, on est sur du blé qui va servir, sur des utilisations à des consommateurs français. Parfois, on est sur des usages qui sont pour l'exportation, pour un Algérien ou un consommateur marocain. Je veux dire, quelle valorisation, des 100 à 150 euros par hectare qui a été estimé en agriculture régénératrice, sera accepté par ces consommateurs-là? Merci beaucoup.
évidemment une question, je dirais, au cœur du réacteur. Un des éléments, donc il faut que le système se construise et se crée de l'expérience. Un des piliers de ça, c'est l'allongement des rotations, c'est-à-dire l'obligation qu'on a de se défocuser de la valeur d'une espèce dans une parcelle sur une année versus l'allongement de ma rotation très traditionnellement 3 ans, 4 ans à 5 voire 6 en ayant introduit au moins une fois des légumineuses, etc. Parce que les légumineuses captent du carbone, en remettent dans le sol, donc je mets moins d'azote sur ma culture suivante, etc. Donc j'ai un lissage de la valeur sur une durée plus longue qui doit absolument être au minimum la même. Et ça, c'est quand même un petit changement d'habitude, je dirais significatif, puisque prises une par une, les pratiques culturelles de l'agriculture régénérative ne sont pas nouvelles. Les agriculteurs ne découvrent pas les couverts d'hiver, ils ne découvrent pas les légumineuses, tout ça est connu. Par contre, leur enchaînement très ordonnancé, presque au sens industriel du terme, très ordonnancé, très mesuré, très cadencé, est objectivement un petit peu plus nouveau. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Et le deuxième élément de réponse, c'est que ça s'appuie aussi sur la poursuite d'une tendance qui est déjà très forte, qui est la filiarisation de la commercialisation des agriculteurs, que j'imagine vous voyez aussi, et qui fait que le tonnage en filière augmente très significativement d'année en année, ce qui donne de la visibilité sur le revenu et donc la commercialisation à venir, modulo les contrats, etc. Donc cette visibilité économique est garantie un revenu et donc un usage des pratiques. Voilà, pour l'instant, on en est là. Une autre question peut-être. C'est un sujet sur lequel on ne fait pas les malins, évidemment. Oui, bonjour, Thierry Chapuis du Centre national d'études spatiales. J'ai 2 questions. La première, c'est sur le chiffre que vous avez annoncé de 150 € à l'hectare pour faire cette transition agroécologique, pour une régénération des sols. Donc il y a forcément un coût, mais on pourrait dire qu'il y a aussi un gain sur les intrants, sur les engrais, sur les produits phyto. Donc ma question, c'est par rapport à ce calcul-là, est-ce que vous l'avez anticipé ? Et la deuxième question, elle est plus globale sur la notion de biodiversité, parce qu'on parle beaucoup de biodiversité. Donc là, vous parlez du sol. Donc la biodiversité du sol, c'est quelque chose, mais c'est bien plus compliqué que ça. Il y a la biodiversité, les animaux, les végétaux. Et le problème, c'est de la définir. Alors quand à un moment, vous avez dit on veut des indicateurs vis-à-vis du consommateur qui définit cette biodiversité, aujourd'hui, est-ce que vous avez réfléchi à ça ? Et je me tourne même vers la Commission européenne. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quand même des métriques qui vont être définies pour être capable de caractériser une biodiversité à l'échelle globale ? Alors, sur la partie, merci de votre question, monsieur. Sur la partie de la valeur, donc oui, le chiffre que j'ai donné est une balance nette. Il y a une économie sur les intrants chimiques, peut-être pas sur les intrants tout court. Donc les biostimulants, les biofertiles, etc. Puisque certains produits vont en remplacer d'autres. D'autres arrivent. Hein, on voit aujourd'hui arriver des intrants qui ne sont ni des fertilisants ni des phytos, qui développent des systèmes racinaires, qui renforcent la capacité de résistance à l'eau, de résistance au stress hydrique, pardon, de certaines plantes, des produits, je dirais, entre deux gammes. Donc il se peut même qu'il y ait plus de coûts d'intrants dans l'agriculture régénérative, simplement moins d'intrants chimiques. Ça c'est clair. Et puis après, s'ajoutent des frais de mécanisation, de formation pour un conseil qui ne va jamais être aussi personnalisé que celui qui arrive. Être technico-commercial à l'amont, ça va être un métier génial, hyper personnalisé, hyper technique. Voilà, ça c'est pour la partie du surinvestissement. Pour la partie de la biodiversité, je vais laisser Adrienne et Umberto répondre. Ce que je peux d'ores et déjà dire, c'est que c'est de loin le critère le plus technique et le plus compliqué. Umberto, allez-y. C'est certainement le niveau le plus compliqué de la matière, la biodiversité. Alors c'est plus difficile de mesurer des services écosystèmes qu'une tonne de carbone de l'atmosphère ou la concentration de CO2 dans l'atmosphère. De toute façon, je me réfère à nouveau à cette COP15 qui a abouti à un accord global pour la biodiversité très ambitieux,
Et tout le monde, quelques-uns disaient, ça devrait être comme un accord, comme Paris a été pour le climat. Et pour moi, ça voudrait dire qu'il faudrait avoir un système en anglais, monitoring, review and verification. Le monitoring, la révision, la vérification. Et c'est vraiment ce qui est là. Parce qu'il y a pas mal d'objectifs quantifiés, bien au-delà de 30% de protection de terre et de mer. Il y a des objectifs quantifiés pour espèces envahissantes, pour extension, pour réduction de nutriments, etc. Et un système d'indicateurs et de monitoring qui fera le changement. Alors disons, la science avance en termes de comment mesurer la biodiversité. Et je rajoute qu'il inclut pour les entreprises les approches de comptabilité du capital naturel vont déjà aujourd'hui au-delà des émissions et ça y inclut des méthodes pour compter, pour transformer dans un chiffre qu'on peut prendre compte dans les comptes des entreprises, soit les dépendances, soit les risques pour la biodiversité, bien sûr le climat aussi qui est associé. Alors ça se développe, c'est ma réponse. Puis moi, je vais compléter sur la partie sol, puisque c'est nous, on s'occupe du sol, on s'intéresse au sol. On dit 25% de la biodiversité connue est présente dans le sol. Donc déjà, si on arrive à approcher celle-là, ce sera pas mal, déjà, pour commencer. Et puis aussi, c'est le point de départ du développement de la biodiversité terrestre. Donc ça, c'est extrêmement important. Sans biodiversité dans le sol, pas de biodiversité au-dessus. Donc ça, c'est les deux choses qu'il faut retenir. Donc nous, on va essayer d'approcher cette biodiversité dans le sol pour ça. Et on va pas l'approcher en la comptant. Alors on va aussi avoir des approches taxonomiques, mais on va surtout essayer d'identifier si elle fonctionne en fait. Est-ce qu'on est dans un fonctionnement qui permet le développement global de la biodiversité? Donc je peux rentrer un peu dans les détails, mais on va travailler en fait, on va chercher les gènes par ADN, par reconnaissance ADN. On va chercher les gènes représentatifs des fonctions pour vérifier en fait que cette biodiversité fonctionne dans le sol. Voilà. En effet, on ne sait pas combien d'espèces on va compter, donc on ne sait pas combien d'espèces même il y a, donc c'est très difficile. C'est la fin de cette conférence. Merci à tous pour votre écoute. À bientôt. Au revoir. Merci. Et merci à nos intervenants et intervenantes, bien sûr. Merci beaucoup.